Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques extraits d'un enseignement que j'ai donné dimanche sur le taoïsme et notamment une représentation générale de la vision chinoise qui permet de mieux comprendre les sources de cette civilisation, c'est-à-dire les Yi. Les Yi, c'est un peuple qui est venu de Sumer, mais dont l'enseignement était présent dans l'Atlantique, et en particulier dans l'île de Quatre, c'est-à-dire l'Irlande. Il y a toute une mythologie des relations entre l'Orient et l'Occident qui est très intéressant en Chine, notamment avec le livre de l'Empereur Jaune, puis sa rencontre avec une tortue. Ce fameux enseignement des Yi qui deviendra le I Ching, qui sera repris par Lao Tse et par Confucius, mais évidemment Lao Tse n'est pas l'auteur du I Ching. Le I Ching de Lao Tse, c'est un commentaire d'une sagesse très ancienne. Cette sagesse très ancienne des 5 éléments, des 9 Mewa et des 12 animaux du bestiaire cosmique que j'ai présenté ce dimanche. J'ai pensé, vu l'enthousiasme des participants, que peut-être quelques extraits vous intéresseraient, mais évidemment, pour accéder à ce cours, il faut venir au temple, ici le recevoir, puisque ce sont des cours publics, ou alors vous pouvez vous inscrire pour avoir une retransmission en ligne. Et puis on a aussi une base de données au Maroc qui s'appelle gnose.ma, où vous pouvez, moyennant une inscription, avoir accès à l'intégralité des cours des années précédentes. Les cours, ils sont récurrents, tous les ans on a les mêmes cours, sauf que selon les participants, selon les années, selon l'actualité, il y a des détails nouveaux qui sont donnés. En tout cas, je vous souhaite une bonne visualisation et je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Aujourd'hui, on va commencer le cours numéro 5 de psychologue bouddhiste. Cette partie-là, elle n'avait pas été faite l'année dernière. Pourquoi? Parce que Sébastien n'avait pas encore démarré ses allocutions. Pas élucubration, allocution taoïste sur la chaîne du Temple. On a beaucoup publié ces derniers temps sur la chaîne du Temple pour vous laisser le temps de retrouver le rythme. Il n'y aura rien pendant une dizaine de jours. Ça va vous laisser le temps de voir les vidéos. Et puis on reprendra dans une dizaine de jours les vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un élément qui n'est pas proprement parlé de la psychothérapie bouddhiste, qui est de la psychothérapie taoïste. Mais le fait est, c'est qu'il y a des éléments que vous allez retrouver qui sont en commun. Notamment, on va retrouver un certain nombre de concepts. Avant de vous dire en quoi ça ressemble, pourquoi la conception taoïste elle ressemble à la conception tibétaine, bouddhiste, d'abord il faut rappeler que ces deux civilisations, elles sont l'une en face de l'autre, à côté de l'autre. Le Tibet c'est ici, la Chine c'est là, enfin plutôt maintenant le Tibet c'est ici, la Chine c'est là, donc c'est des voisins. Le Tibet il fait le lien entre trois univers, entre l'univers celtique, entre l'univers chinois et l'univers indien, en sachant que l'univers indien, c'est un mix de Sumer et d'Égypte. Donc on a dans l'Himalaya une espèce de réservoir à tradition spirituelle, et on y trouve deux principales traditions. La première, c'est la tradition Bön, c'est-à-dire les Bömpa, c'est-à-dire ceux qui sont les plus anciens au Tibet. Ils se raccrochent à un Bouddha qui a vécu entre 1000 et 2000 ans et 1900 ans avant Jésus-Christ, je ne sais pas exactement, qui s'appelle Tompa Shenra Miwoshe, ou Tompa Shenra Miwo, ça dépend comment vous traduisez le tibétain. Moi j'aime bien dire Tompa Shenra Miwo, ou Tempa Shenra Miwo. En réalité c'est Tompa Shenra Miwoshe. Voilà, donc il faut toujours, dans nos langues qui sont plates, sans intonation, trouver une façon de dire. Tempa Shenra Miwo, c'est pas mal.
Il y a la tradition qui est venue ensuite avec Padmasambhava. Il arrive au 8e siècle d'Inde avec l'héritage égypto-sumériano-indien. C'est un maître tantrique du shivaïsme du Cachemire et il va introduire les pratiques de Kundalini et un certain nombre d'arts magiques. Il n'est pas lui-même bouddhiste, mais il a 2 femmes. Et une de ces femmes est bouddhiste, donc il va arriver à convaincre le roi du Tibet, le Gyaltso du Tibet, d'accepter le bouddhisme. Donc commence à se former le bouddhisme tibétain. Il y a un premier monastère qui est construit, et ce premier monastère, sa réplique parfaite a été fait dans le centre exact de la France, à la Bouleye, en Bourgogne. Voilà. Donc, maintenant vous avez à peu près compris comment fonctionne la tradition tibétaine, vous vous souvenez qu'il y a le domaine préternaturel en bas, c'est tout ce domaine des ondes, des machins, des trucs, des mémoires, c'est tout ce qui est en dessous. Voilà. Au-dessus, il y a le domaine naturel des 4 éléments, le domaine physique, et puis après, il y a un 5e élément qui est le domaine métaphysique. On va trouver le soleil, la lune et les 5 planètes principales, c'est le domaine astral, les 9 constellations polaires, les 12 constellations du zodiaque. Donc on a un système 9, 12, 9, 7... et puis les 4 éléments, 5 en tout, puisque le 5e élément, l'espace, correspond au brillant, c'est-à-dire à ce qui se passe dans le ciel et la terre. Ce qui est en haut, c'est le métaphysique, le surnaturel. Ce qui est en bas, c'est le physique, c'est les éléments physiques. Tout à fait en bas, c'est l'infra-monde, l'infra-physique, l'infra-naturel ou préternaturel. Ce monde-là, en règle générale, on lui ferme la porte, on ne veut pas y toucher. Pourquoi ? Même si c'est intéressant, là-dedans, il y a du pétrole, il y a du charbon, il y a des diamants, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du petit monde là-bas en bas. Et que ce petit monde, quand il remonte, eh bien, il peut polluer votre conscience, et puis il peut vous amener à sortir des monstres du placard. C'est pour ça que il faut faire un travail sur la voie des ancêtres, c'est-à-dire que si votre père a été un exterminateur de juifs avec sa famille dans les camps de concentration, il est clair que vous allez avoir 3 réactions dans le bouddhisme. Soit vous allez vouloir ignorer les choses, et essayer de faire votre vie. Ça va plus ou moins susciter chez vous des désirs ou des répulsions. Alors, par exemple, ça peut donner une répulsion par exemple, vous avez un père polonais qui travaille dans les camps de concentration. Vous apprenez un jour ce qu'a fait votre père, et bien ça vous donne de la répulsion pour votre père. Voilà. Donc très longtemps vous l'ignorez, un jour votre mère vous met au courant et vous avez de la répulsion pour ce que votre père a fait. En même temps, il peut avoir de la fascination, et ça peut être aussi du désir de recommencer. Donc quand une personne a une mémoire comme ça, qu'elle est au niveau préternaturel, eh bien quand elle est, le bouddhisme nous dit à travers cette tanka que nous allons avoir 3 types de réactions. Nous allons soit cochon les ignorer, soit coq désirer faire la même chose, soit serpent avoir de la répulsion. Or, ces 3 possibilités de faire, on les retrouve fondamentalement dans toutes les activités humaines, où on sait pas, où on veut faire, où on veut pas faire. Voilà. Donc on fait, ou on fait pas, ou on laisse faire. Voilà. Généralement, les gens ignorants, ils laissent faire parce qu'ils n'ont rien compris. Je laisse faire parce que j'en ai rien compris. Voilà. Ça arrive souvent. Ça, c'est le mode habituel auquel vous êtes habitué. Je vous ai montré que les 12 constellations du zodiaque correspondaient à 12 mentors spirituels. Ça correspondait aux 12 chaînons de l'interdépendance. On voit que tous les phénomènes, eh ben, ils mènent de l'ignorance jusqu'à la souffrance, en passant par 12 chaînes. En plus, c'est des chaînes concomitantes. C'est-à-dire que c'est pas une, puis l'autre, c'est les 12 en même temps et dans tous les sens. Dans un sens et dans l'autre. Mais on peut sortir de ça en transformant l'ignorance par la connaissance pour arriver non pas à la souffrance, mais à la jouissance. Voilà. C'est-à-dire à profiter de la vie telle qu'elle est. Voilà. Ensuite, vous avez vu qu'on avait tendance à développer 9 types de possessions démoniaques astrales qui vont se manifester par des types d'ego, c'est-à-dire selon dont on est polarisé à l'intérieur de soi, sur une des 9 étoiles des polaires. Ça peut changer à chaque instant. On va avoir des types de réactions égotiques. C'est plutôt des types, en astrologie, c'est des types de possessions démoniaques. L'Occident, on a fait qui aime bien fabriquer des égos partout, voit 9 sortes d'égos, mais c'est pas 9 sortes d'égos, c'est 9 sortes de possessions par le démon de l'ego.
Ensuite, on a vu ensemble qu'il y avait les distorsions astrales, c'est-à-dire qu'il y avait le Soleil et la Lune qui allaient nous influencer. Alors le Soleil nous influence surtout à midi, la Lune nous influence surtout à minuit. Alors à midi, c'est là où notre ombre, elle est la plus noire, et à minuit, c'est là où la lumière qui échappe de nos yeux est la plus perceptible. Entre les deux, on est sur la tranche. On se fait une tranche de vie. Voilà. Donc généralement, il y a des heures opposées, à midi et à minuit, c'est 6h du matin et 18h, c'est les meilleurs moments pour se lever et se coucher. C'est-à-dire particulièrement pour méditer. Donc vous vous levez à 6h moins 10, à partir de 8h vous méditez jusqu'à 7h, le soir à 6h moins 10 vous préparez, vous méditez de 6 à 7 où vous faites vos pratiques spirituelles, à 7h30 vous allez vous manger, et ensuite vous allez, si vous mangez le soir, sinon c'est bien de boire seulement, et puis ensuite au maximum à 8h il faut être couché. Voilà. C'est une vie formidable. Pas de télé, pas de Netflix, pas de téléphone, voilà. Pas de portable avec sa lumière bleue qui empêche de dormir. Voilà. Alors les Chinois, eux, ils ont repris le même système. Alors les 12 constellations du zodiaque, eux, ils en ont fait 12 animaux. Dans le manuel, vous avez un lien à propos des 12 mentors spirituels. Je vous ai fait le lien entre la bestiologie chinoise et les constellations sumériennes. C'est la même chose. Ensuite, les 9 polaires qui correspondent à 9 types de caractères, c'est ce que les Chinois appellent les Mewa. Et c'est Mewa, ça veut dire 9. C'est-à-dire les 9 types de possession démoniaque, les 9 secteurs de la vie, les 9, y a tout est catégorisé en 9. Hein, du plus positif, le soleil, au plus négatif, la lune. La lune étant liée aux ancêtres, avec tout leur caractère infernal ou bienfaisant, et le soleil est aussi catégorisé en 9, c'est-à-dire de son côté le plus brillant jusqu'au son côté et doux, jusqu'au son côté le plus destructeur. Donc on retrouve le système de 12, on retrouve le système de 9, et on retrouve évidemment les 5 éléments qui sont un petit peu différents dans le taoïsme. Dans la tradition nomade qui est la nôtre, celle du bouddhisme, on note les éléments comme ceci. Hop, hop, voilà. Donc en haut, on a les brillances, on a l'espace. Voilà. Ensuite, on a l'air. Ensuite, on a le feu. Ensuite, on a l'eau. Et ensuite, on a la terre. Voilà. Donc ça, c'est le système tantrique habituel, le système du nomadisme. Chez les Chinois, on ne va pas utiliser ce système. On va utiliser un système à 5 éléments. On a le métal qui va couper le bois. Le bois va être brûlé par le feu. Le feu va générer de la terre. La terre va générer de l'eau et on retourne au métal. Le métal, quand on le chauffe avec le feu, on en fait une sorte d'eau, et puis ensuite ça redevient la terre, etc. Ça, c'est le cycle de construction. Et puis, il y a évidemment un cycle de destruction qui est comme ça. Voilà. Les éléments vont se détruire. Par exemple, eh bien, on voit que le feu détruit le bois, hein, et ainsi de suite. Que le bois détruit la terre, c'est les forêts qui poussent. Voilà. Que la terre eh bien, étouffe l'eau. Il n'y a plus d'eau. Voilà. Et que l'eau détruit le feu. Okay. Et que le feu détruit le bois. Et on recommence. Voilà. Donc, ces 5 éléments qui sont en cycle de construction ou en cycle de destruction, c'est Chen et Ko, ils sont présents dans, exactement comme nous, on utilise les 5 éléments. Sauf que nous, on prend les éléments, on dit, dans un sens, ils sont corrompus, dans un sens, ils donnent de la nature Bouddha. Chez les Chinois, c'est le contraire. Ils nous disent, dans un sens, ça construit, dans un sens, ça détruit. Ça dépend comment on va les assimiler. Donc les Chinois, ils ont utilisé un système pour, je vous ai mis ici un espèce de rectangle ou carré peu tordu qui représente la Chine. Et vous allez voir que les Chinois, eh bien, ils ont compris comment ça fonctionnait à leur façon. Donc ils ont pris les mêmes éléments et ils feront la même chose avec l'être humain. C'est ce qu'on va voir ensuite. Les Chinois, ils ont remarqué qu'il y avait le ciel, Karan, hein. Il y avait l'homme, Ren.
et il y avait la terre. Il y avait la terre, le ciel, et entre les deux, il y avait les hommes il y avait les hommes qui cavalaient. Voilà. Il y avait les hommes qui cavalaient entre les deux. Voilà. Donc, quand ils ont voulu analyser leur pays, eh bien, ils se sont aperçus que il y avait 8 grands aspects qui se manifestaient. J'ai oublié un animal, si quelqu'un s'en souvient. C'est le porc, je crois. Le chien, le singe, le cheval, le serpent, le mouton, le dragon, le lapin, le porc. Voilà, donc les Chinois se sont aperçus que c'était intéressant de reprendre cette vision cosmique de construction-destruction. Alors, ils n'y sont pas venus tout de suite. Les Chinois, ils vivaient un peu normalement comme des semi-nomadisés, semi-sédentarisés. Et puis un jour, il y avait l'empereur Wu, il était au bord du fleuve Jaune. Et puis, il y a, à cette époque-là, quand les gens avaient des enseignements, ils les écrivaient pas sur des livres, ils les écrivaient sur des carapaces de tortues. Et il y a une tortue qui est sortie de l'eau, et puis elle avait tout un enseignement d'un maître spirituel qui était collé sur son dos. Voilà. Cet enseignement, il est là. Et donc, l'empereur Jaune a pris la tortue, il a discuté avec elle, et puis à ce moment-là, il y a l'esprit, la divinité du fleuve qui lui est apparu, et qui lui a dit « Empereur Jaune, si tu me laisses pénétrer en toi, et tu partages ton corps avec moi, je t'apprendrai à domestiquer les éléments, et vous serez aussi riches que les Égyptiens. » Et donc, je vais t'apprendre à régulariser ton fleuve avec ses crues. Et je vais dire à ta population comment elle doit vivre, comment elle doit cultiver les céréales. Je vais tout te révéler de la science. Alors, l'empereur Jaune a dit d'accord. Alors, l'esprit du fleuve Jaune est rentré à l'intérieur de lui. Il partageait son corps avec l'empereur Jaune. Alors, de temps en temps, l'empereur partageait son corps avec le fleuve Jaune. Il est devenu l'empereur Jaune. Voilà. C'est-à-dire que quand il faisait sa vie, on le croisait, on disait « Salut, salut, je parle à qui? Empereur Jaune ou fleuve Jaune ?» Il dit « Oh non, aujourd'hui je suis le fleuve. »« Ah ok, très bien. » Puis quand il était relié avec sa femme lui disait « Waouh, ce soir t'es une bête, à qui je parle ?» Il disait « Au fleuve. » Ouais. Voilà. Donc il était un peu schizophrène, il était possédé par l'entité du fleuve. En tout cas, ça a aidé comme le pharaon en Égypte, qui était possédé par le Nil. Donc ça lui permettait, en fait, à l'empereur, qui était un nomade sacralisé, de sentir tout le rythme du fleuve. C'est une image. Voilà. Et l'empereur Jaune, eh bien, il a récupéré le dessin qu'il y avait sur la carapace de la tortue. Et puis, une fois qu'il avait commencé à le lire, il y a un type blanc qui est arrivé d'Irlande. Et il est arrivé, il dit « Salut, je viens de l'île de Quatre, c'est-à-dire l'Irlande, je suis blanc, j'ai tout l'enseignement ésotérique de l'Atlantide, et je vais te l'enseigner, et moi je suis du peuple des Yi. » Et il est arrivé avec le Yi Ching. Voilà. Et donc l'empereur Jaune et puis son premier ministre Wu, qui arrivaient comme ça, eh bien ils ont commencé à créer la civilisation chinoise, qui au début c'était les Shang et les Qing. Et finalement, les Shang ont battu les Qing, et tout est devenu les Qing. C'est comme la France, elle bat l'Allemagne, et tout devient l'Allemagne. Ben là, c'était pareil. Donc, ça a permis à cette civilisation de se construire à partir des 5 éléments, des 9 polaires et des 12 constellations du zodiaque qui sont associées à un autre bestiaire. Dans ce système-là, on a eu une petite particularité. Vous vous souvenez que nous, on a les 12 constellations du zodiaque, on a les 9 polaires, on a le Soleil, la Lune et les 5 planètes, et ensuite tout ça, ça va vers les 4 éléments. Voilà. Donc, les 4 éléments. Eh bien, les Chinois, eux, ici, ils ont pris un système à 8. Et pas un système à 7. Voilà. Pourquoi ? Alors, le mec qui a inventé le système occidental, il s'était fait couper des doigts, et donc il lui en restait que 7, donc il pouvait aller jusqu'à 7. Et voilà, c'était chiant. Et son copain le chinois, lui, il s'était fait couper que 2 doigts, donc en fait, il s'est aperçu qu'il pouvait aller jusqu'à 8. Voilà. C'est vrai, hein? Non, c'est une blague. Ouais. Donc, je suis mauvaise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un nouveau système qui apparaît et qui est très intéressant.
et qui est lié à l'usage des pièces. Voilà, vous vous souvenez que les pièces chinoises, elles sont rondes et en leur centre, il y a un carré. Le rond représente le ciel et le carré représente la terre. Voilà. Le tout, ça fait une pièce. Qu'est-ce que vont remarquer les Chinois? Quand on jette une pièce, elle a un côté yin et un côté yang, un côté masculin, un côté féminin. Donc, quand c'est yin, on va le représenter comme ça. Yin, c'est une dame, elle a un en bas, et on peut rentrer quelque chose dedans. Et quand c'est un homme, c'est comme ça, c'est yang, c'est-à-dire on ne peut rien rentrer dedans. Ici, c'est fermé au niveau du périnée, c'est fermé. La dame, elle a un vagin, un utérus, etc. On peut y rentrer, l'homme, on ne peut pas. Voilà, au niveau du périnée. Donc, ils en viennent à l'idée que c'est comme ça pour tout, et c'est aussi comme ça spirituellement aussi. C'est-à-dire, spirituellement, il y a des gens qui ont la fontanelle en haut qui est ouverte, hein, c'est les êtres réalisés, c'est les petits-enfants, et puis il y a des gens qui ont la fontanelle du haut fermée, et puis ça résonne dans leur tête. C'est-à-dire, ils ont du mal à... Ils prennent les informations de l'environnement, ça résonne dans leur tête, ça a du mal à sortir. Comment ça siffle un peu, mais bon, voilà. Donc les Chinois, par rapport à ce premier système masculin-féminin, yin-yang, hein, eh bien, ils vont avoir l'idée que si on applique ce système à la nature, on va s'apercevoir que quelquefois c'est le ciel qui est plus actif, ou quelquefois le ciel est moins actif. Par exemple, quand il y a du tonnerre, un ciel est très actif. Quand il est bleu et qu'il ne s'y passe rien, il est complètement passif. Okay. Après, ils vont voir que c'était la même chose avec les hommes. Il y a des hommes et il y a des femmes. Et puis, il y a aussi des femmes qui sont très actives et des hommes qui sont très passifs. Ça dépend si on est dehors, à la maison, etc. Et puis, la Terre, on va s'apercevoir que par moment, la Terre, elle est complètement calme. On peut la creuser, on peut faire tout ce qu'on veut. Puis, par moment, la Terre, elle a des tremblements de terre, etc. Elle nous contraint en permanence. Voilà. Donc, ils sont partis de ce 3 niveaux en se disant, on va tout interpréter de cette façon-là. On va se dire, tiens, il y a des moments où le ciel est actif ou le ciel est passif. Il y a des moments où l'homme est actif ou l'homme est passif. Et il y a des moments où la Terre est active où la Terre est passive. Okay. Mais il y a des moments où le ciel, l'homme et la Terre sont passifs. Le ciel est bleu, les hommes sont gentils, tout le monde est en paix et la Terre est merveilleuse. Elle nous laisse prendre tout ce qu'on veut. Elle est complètement passive. Et alors, ils en ont fait un trigramme pour dire que, avec les 3 étages, c'est celui-là, c'est celui qui signifie la Terre. Alors, la Terre idéale, elle s'appelle Kun. Hein, c'est quand elle est complètement réceptive. C'est-à-dire, le ciel est beau, il est calme, il est ouvert, les gens sont gentils. Et puis la Terre est bien ouverte, on peut y prendre tous les plaisirs qu'on veut, donc ça donne un trigramme qui s'appelle le réceptif, hein. Quand il fait beau, quand tout le monde est gentil et quand la nature donne tout ce qu'il faut, on est assez réceptif pour recevoir les autres, avoir des amis, etc. Donc vous avez ici dans cet idéogramme qui signe la Terre, ici vous avez Zong qui est le centre, hein. Voilà. Donc on est au centre et ensemble. Ouais, on est sur la Terre ensemble, on est réceptif, on peut recevoir des amis, on peut faire un barbecue, on peut faire tout ce qu'on veut. À l'opposé, il y a des moments où tout va être fermé, c'est-à-dire le ciel est très dur avec nous, c'est des éclairs. Il y a des moments où les gens sont complètement fermés, ça gueule à la maison, et il y a des moments où il n'y a rien à bouffer. Voilà. La nature est avare. Donc, les Chinois ont appelé ce trigramme K, hein, qui est lié à l'élément métal et qui pour eux leur rappelle dans le ciel. Dans le ciel, c'est dur, il y a les éternels. Dans le ciel, ça se dispute tout le temps entre les planètes, les constellations, les machins, c'est le bordel organisé, donc toutes les mythologies. Et puis, dans le ciel, c'est quand même, pour y aller, c'est du boulot, quoi. Donc, il faut se battre. Voilà. Donc, on va avoir un symbole de paix absolue, réceptif, la terre, et un symbole de guerre absolue, qui est le métal. Or, on s'aperçoit que quand on veut être en paix avec les gens, on leur donne de la terre, et quand on va en guerre avec tout le monde, on donne des épées. Entre ces deux extrêmes, eh bien, les Chinois, ils ont trouvé qu'il y avait 6 façons de vivre. Alors, ils ont appliqué ça à la géographie générale de leur pays.
Et ils se sont aperçus en réalité que quand on va vers l'Inde, la terre de l'Inde, elle est très accueillante, elle est chaude, il y a des fruits et des légumes, et ça c'est un espèce de paradis l'Inde. Par contre, quand on va vers la Sibérie, là où il y a les dieux créateurs, hein, ces dieux blancs, franchement c'est pas top quoi, hein, il faut se battre, on tombe sur des Mongols, on tape sur des Vikings, des gens qui viennent avec des épées, etc., etc. Ils sont un petit peu inquiets les Chinois. Et puis, ils savent aussi que quand ils vont dans l'ouest de leur pays, hein, vers où le soleil se couche, vers l'automne, hein, ils peuvent rencontrer des montagnes, c'est l'Himalaya, avec des brumes, tout ça. Puis ils peuvent y rencontrer beaucoup de plaisir. C'est-à-dire, il y a des grottes, il y a des petits lieux sacrés, il y a des microclimats, il y a le désert de Gobi, il y a des trésors cachés, etc. Donc, ils ont associé l'ouest au plaisir. Donc, ils nous disent, ben, dans ces lieux-là, c'est sûr que la terre, elle est un peu sèche, hein, c'est le désert. C'est sûr que les hommes, ils sont un peu rudes, mais spirituellement, c'est très très ouvert. On peut vraiment y vivre en paix de façon paisible. C'est le désert, c'est l'Himalaya, c'est le désert de Gobi, etc. C'est la porte vers l'Occident. De l'autre côté, ils se sont aperçus que quand on va vers l'Est, eh bien, là, c'est les gros crises de tonnerre qu'il y a sur les mers. Et on s'aperçoit là qu'en fait, les gens qui sont dans l'est de la Chine, ils sont près de la mer. La mer, c'est un grand ciel ouvert. Enfin, il y a le grand ciel de la mer, avec quelquefois du tonnerre. Les gens sont plutôt sympas, les pêcheurs, etc., etc. Ils partagent volontiers leurs poissons. Mais la vie, elle est un peu dure quand même parce qu'il faut monter sur des bateaux et puis il faut aller sur la mer. Donc, ils en ont fait un idéogramme qui est lu au printemps, et qui est le principe de l'éveil. C'est-à-dire que quand on veut s'éveiller spirituellement, il faut qu'on ouvre sa tête, hein, au ciel, il faut qu'on ouvre son cœur aux autres d'hommes, mais il faut qu'on garde les pieds sur terre, parce que sinon on va rencontrer Vygotsky. C'est-à-dire qu'on doit découvrir le monde de la dualité. C'est-à-dire qu'au nom de la dualité, on ne peut pas faire rentrer un couple d'ordures dans un village, sinon ils vont le détruire. Voilà. Donc ça, on le comprend quand on est éveillé. Quand on manque d'éveil, on confond la non-dualité et le non-dualisme. Ça, c'est un grand piège. La non-dualité, il y a du dualisme, c'est-à-dire qu'il y a le principe cosmique, il se manifeste toujours entre un jour, un nuit, un bien, un mal, etc. De croire que l'un et l'autre sont de même force et irréductibles, c'est faux. C'est-à-dire, c'est toujours le principe lumineux qui l'emporte. Mais le danger, ça serait de dire « Ah ben je m'en fous, viens chez moi et fusille le feu, parce que de toute façon, la maison, on la reconstruira. » Voilà, on va voir combien de temps tu vas le faire. Voilà, parce qu'il y a aussi le facteur d'épuisement. Épuisement des ressources, épuisement des nerfs, épuisement de la volonté, épuisement des bonnes volontés, etc. Donc il faut faire très attention. Le véritable éveil, c'est celui qui sait se tenir compte que sur Terre, on a des oppositions irréductibles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont éminemment destructeurs, ils ont leur place dans l'équilibre cosmique, mais il ne faut pas les laisser rentrer chez soi parce qu'ils détruisent tout. Voilà. Alors qu'on les laisse rentrer physiquement ou qu'on arrive avec son téléphone allumé en conversation avec eux, c'est la même chose pour reprendre l'épisode d'hier soir. Voilà. Ça te donne le fait qu'en réalité, nous on fait tout pour être des éveilleurs et de l'autre côté, il n'y a que des gens qui sont dans le plaisir. Et un malin plaisir à faire du mal à autrui. C'est des pervers et des vicieux. Un type qui se tape sa fille, l'autre qui empoisonne tout le monde et qui assassine les enfants à coups de pilule. Donc c'est un couple qui ne pense qu'à son bon plaisir, dans le mauvais sens, et qui sont incapables de s'éveiller. Voilà. Donc normalement, ils doivent être rejetés vers l'Est, hein, et à chaque fois qu'ils vont se déplacer vers l'Ouest, ils vont être destructeurs. À chaque fois qu'ils sont renvoyés vers l'Est, c'est eux qui sont détruits. Okay. Après, il y a encore d'autres éléments qui ont été découverts par les Chinois. C'est que quand on va au nord de la Chine, eh bien, il y a beaucoup d'hiver, il y a beaucoup de froid, il y a beaucoup d'eau. On va vers la Mongolie, puis après on part même vers les États-Unis via l'Alaska. C'est quand même des pays qui sont un petit peu insondables. Pareil, toujours quand on part vers l'Est, le Nord-Est. Alors, il y a soit la Mongolie, qui est ce pays insondable rempli d'eau, puis ces océans en haut de glace. Soit on part en suivant les crêtes des montagnes et il y a un moment où on a un point d'arrêt. Hein. Mais si on passe de l'autre côté, on va aller vers les USA, le Canada, etc. On voit de très grandes montagnes. Donc les Chinois, ils ont associé cet élément de la façon suivante.
Le ciel là-bas, c'est très fermé, c'est très froid, etc. C'est un ciel très dur, il fait froid. Mais on peut rencontrer des gens qui sont sympas et il y a des choses bonnes à manger sur Terre. Donc on peut être reçu, on peut être aimé, mais du point de vue climatique, c'est dur. Voilà. Après, de l'autre côté, quand ils vont vers le sud-est asiatique, les Chinois, ils s'aperçoivent que d'un point de vue spirituel, c'est un peu dur parce qu'il y a des vents, la nature, elle est très hostile. Les gens qu'ils rencontrent, ils n'ont pas la même culture que les Chinois, c'est une culture plutôt de type brahmanique, donc ils rentrent en conflit. Mais par contre, la terre, elle produit beaucoup d'éléments, elle produit des fruits, des légumes, etc., tout ce que peut produire le Vietnam et tout le sud-est asiatique. Donc les Chinois, ils se sont aperçus aussi que vers le sud, il faisait de plus en plus chaud, il y avait de plus en plus de feu, et que là-bas, les gens qui vivaient dans ces pays de feu vers l'Australie, parce que les Chinois sont allés jusqu'en Australie, ils sont aperçus que d'abord c'était dur d'y aller d'un point de vue climatique, hein, il faut traverser les mers, etc. Et l'Indonésie, ça c'est dur. La vie en Australie, c'est pas une vie qui est très très agréable, hein. C'est 2 tiers de l'Australie, c'est du semi-désertique. Mais par contre, là-bas, on pouvait trouver des gens qui étaient assez gentils, comme les aborigènes. Voilà. Donc les Chinois, ils se sont représentés le monde à leur façon. Et ça, c'est un système typique de sédentaire de l'hémisphère nord. Voilà. C'est pour ça que le système chinois, il est très difficile de le transposer au Brésil, parce qu'on est dans un système inversé. Et que souvent, les gens qui pratiquent le taoïsme au Brésil, ils vont se retrouver en situation inversée. C'est-à-dire en prétendant construire, ils vont détruire, en prétendant détruire, ils vont construire. Voilà. On a un phénomène d'inversion totale. Alors, au niveau de la psychologie, comment ça va se passer en Chine? Eh bien, les 8 trigrammes, j'assurerai moi-même les cours et vous pourrez donc vous familiariser avec le travail de notre équipe. À très bientôt, ciao! Je souhaitais aussi rajouter que dans le cadre de nos cours, eh bien, nos cours sont filmés. Parce que notre temple-école, c'est aussi une école des arts scéniques, c'est-à-dire que nous intégrons le jeu de cinéma et la production audiovisuelle à l'intérieur de nos cours. Donc, l'intégralité de nos cours sont filmés et ils donnent lieu à des vidéos de fin de stage. Donc, ça permet, lorsque les stagiaires font le bilan de leur session de cours présentiels de 10 jours chez nous, de voir les progrès qu'ils ont eux-mêmes réalisés et aussi de se voir de l'extérieur parce que généralement on se fait une certaine idée de soi-même, de son physique, de sa voix et de son comportement, et lorsqu'on est confronté à la façon dont les autres nous perçoivent à travers l'œil neutre de la caméra, c'est quelquefois aussi une grande stupeur. Donc ça fait partie aussi du Dzogchen, de savoir et bien voir comment nous sommes perçus de l'extérieur et aussi comment quelquefois nous sommes mal perçus et que nous pouvons changer notre perception. Voilà. De toute façon, le travail du bouddhisme, c'est un travail de dépouillement, hein, de dépouillement total.
pour revenir dans la condition du Bouddha primordial, de l'Adi Bouddha. Alors je sais que ça fait pas toujours plaisir à tout le monde d'être mis à nu, mais ça fait quand même partie du processus du Dzogchen. Et si on est ridicule, on est ridicule, et puis si on est beau, on est beau, si on est moche, c'est pas grave, ça fait aussi partie de nous-mêmes, mais c'est pas notre nature fondamentale. Et c'est surtout ça, l'essentiel du cours, c'est de retrouver notre nature fondamentale, c'est-à-dire de sortir de celle-ci, pour retrouver plutôt celle-là.